Plus de 60 ans après la mort tragique de Marilyn Monroe, la véritable cause de son décès a enfin été confirmée. Et la source? Nul autre que le légendaire Frank Sinatra lui-même. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur les circonstances mystérieuses de la mort de Marilyn Monroe. Mais les récentes révélations de Sinatra pourraient bien être le rebondissement le plus choquant de l'histoire d'Hollywood. Restez à l'écoute pour découvrir ce que Frank Sinatra a révélé sur les derniers instances de Marilyn Monroe et comment cela change tout ce que nous pensions savoir. Marilyn Monroe était, et est toujours, l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood. Revenons sur les premières années de Marilyn Monroe pour avoir une vue d'ensemble de sa mort. La mort de Marilyn Monroe, une nouvelle perspective. Née Norma Jean Mortensen le 1er juin 1926, Marilyn Monroe était considérée comme la belle bombe blonde des performances comiques. Gladys Pearl Baker, sa mère, était issue d'une famille modeste du Midwest qui s'était installée en Californie au début du siècle. La jeune Gladys Baker s'était mariée avec John Newton Baker, un homme qui avait 9 ans de plus qu'elle au moment de leur mariage. Après la fin du mariage, Gladys obtint la garde exclusive de ses 2 enfants, Robert et Bernice, et le divorce fut difficile à vivre. John Baker, qui ne pouvait accepter la décision concernant la garde des enfants, désobéit à la décision de garde légale, prit la garde des 2 enfants et déménagea dans sa maison du Kentucky, où il était né. Le fait que Marilyn Monroe avait une sœur prénommée Bernice ne lui a été révélé qu'à l'âge de 12 ans. Plus tard, en 1944, alors que Monroe avait entre 17 et 18 ans, les 2 sœurs se sont enfin rencontrées. Immédiatement après la conclusion de son mariage avec son mari, Gladys a obtenu un poste chez Consolidated Film Industries en tant que découpeuse de négatifs de film. En 1924, elle se maria pour la 2e fois avec Martin Edward Mortensen. Mais le mariage ne dura pas longtemps. Quelques mois plus tard, ils décidèrent de se séparer et, en 1928, elle officialisa le divorce qu'elle avait demandé. Le fait que Marilyn Monroe soit née sous le nom de Norma Jean Mortensen sur son certificat de naissance a conduit de nombreuses personnes à croire qu'elle était l'enfant de Martin Edward Mortensen. Néanmoins, en 2022, des tests ADN ont désigné un certain Charles Stanley Gifford comme le père biologique de Marilyn Monroe. Gladys Monroe a eu une liaison secrète avec Charles Stanley Gifford en 1925. Cette information a été une surprise. Après un certain temps, Marilyn a réalisé qu'elle avait 2 autres demi-frères et sœurs issus du précédent mariage de Gifford. Ces demi-frères et sœurs étaient une sœur nommée Doris Elizabeth et un frère connu sous le nom de Charles Stanley. Les premières années de Marilyn ont été étonnamment stables, car elle ne semblait pas manquer des éléments essentiels de la vie. Cela contrastait avec Gladys, qui était préparée financièrement et émotionnellement à la réalité de la maternité. Avec le temps, Gladys trouva qu'il lui était de plus en plus difficile de satisfaire à ses obligations financières. En conséquence, elle prit la décision de confier Marilyn aux soins d'Albert et d'Ida Bolander, des parents adoptifs évangéliques résidant dans la ville isolée de Hawthorne. Plus tard, Gladys déménagea en ville pour affaires et avait l'intention de ramener Marilyn avec elle. En 1933, Gladys Monroe put a career une modeste maison à Hollywood, ce qui lui permit de se sentir suffisamment en sécurité pour confier à Marilyn Monroe, qui avait alors 7 ans, ses responsabilités parentales. En 1934, la mère de Marilyn fit une dépression nerveuse, qui aboutit finalement à un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Ce fut le début d'une spirale descendante pour la famille. Si l'on considère que sa mère a craqué à cause du stress de la vie, il est remarquable que Marilyn Monroe, qui n'était qu'une enfante à l'époque, ait pu grandir et devenir une actrice de cinéma aussi célèbre. Comment a-t-elle réussi, en tant qu'actrice, à se hisser sur les scènes les plus prestigieuses? Il serait intéressant d'examiner comment elle a surmonté les obstacles que la vie lui a présentés dès son plus jeune âge. À la suite de la dépression de sa mère, elle a traversé une période difficile de sa vie au cours de laquelle elle a régulièrement été hospitalisée. Marilyn Monroe s'est soudainement retrouvée sous la tutelle de l'État, après avoir été protégée et prise en charge par ses proches pendant la majeure partie de sa vie. Rapidement, une amie de Gladys, Grace Goddard, est intervenue pour prendre en charge Marilyn et superviser les affaires de Gladys. Les 4 années suivantes furent tumultueuses,
la jeune Marilyn subissant des changements dans ses conditions de vie. Elle commença à bégayer et se retira de plus en plus de ses pairs. Elle fut ensuite placée dans différentes familles, y compris un bref séjour au foyer pour orphelins Endeg II de Los Angeles. Cette période fut pour elle très difficile, car elle se sentait abandonnée par sa mère et Grace Goddard. Cela cessa rapidement lorsque Grace Goddard finalisa ses efforts pour devenir sa tutrice légale en 1936, bien que Marilyn ne quittât l'orphelinat qu'à l'été 1937. Son séjour ultérieur chez les Goddard et ses courtes périodes de vie chez des proches à Los Angeles et Compton alimentèrent le désir de Marilyn de devenir actrice. Ce désir est né de son enfance mouvementée, car elle se sentait délaissée dans les films, et elle a révélé qu'elle n'aimait pas le monde qui l'entourait parce qu'il était sinistre. Marilyn Monroe a eu une vie familiale plus stable en septembre 1938 lorsqu'elle a emménagé chez la tante de Grace Goddard. Elle a fréquenté le collège Emerson où elle a fait preuve de ses brillantes compétences en écriture dans le journal de l'école. Ses résultats scolaires étaient moyens malgré ses capacités innées en écriture. La tante de Grace ayant des problèmes de santé, Marilyn retourna chez les Goddard vers le début de l'année 1941. Cette même année, elle s'inscrivit au lycée Van Nuys, mais un coup du sort inattendu se produisit lorsque le mari de Grace Goddard obtint un emploi qui le fit déménager en Virginie occidentale en 1942. Incapable de déménager avec sa famille en raison des lois sur la protection de l'enfance, elle trouva une solution surprenante à ce problème en épousant le voisin de Grace Goddard, James Doherty, âgé de 21 ans, peu après son 16e anniversaire en juin 1942. En raison de son mariage, elle abandonna ses études secondaires et s'adapta au rôle de femme au foyer. Peu de temps après, Marilyn exprime son ennui dans le mariage, car l'union était plutôt insatisfaisante pour elle. Doherty s'engagea dans la marine marchande en 1943, et Marilyn l'accompagna dans le sud de l'île de Catalina. Le parcours de Marilyn Monroe, de mannequin à actrice. Elle était loin de se douter que son destin allait prendre un tournant surprenant alors qu'elle s'aventurait dans une nouvelle carrière. Passant du mannequinat au métier d'actrice, James Doherty fut envoyé dans le Pacifique en avril 1944, où il resta pendant les 2 années suivantes. Entre-temps, Marilyn aménagea chez ses beaux-parents et trouva un emploi à l'usine de munitions de la compagnie aérienne radio à Van Nuys. Fin 1944, elle rencontra un photographe nommé David Conover, qui avait été envoyé par le capitaine Ronald Reagan à l'usine avec pour mission de prendre des photos des ouvrières afin de remonter leur morale. Bien qu'aucune des photos de Marilyn n'ait été utilisée, elle cessa de travailler à l'usine en janvier 1945. Au lieu de travailler à l'usine, elle commença à poser pour Conover et ses amis, contre la volonté de son mari. Elle franchit une nouvelle étape en concluant un accord avec l'agence de mannequins Blue Book en août 1945. L'agence considérait que le physique de Marilyn convenait davantage aux pin-ups qu'à la haute couture, et la fit donc apparaître dans des magazines et des publicités pour hommes. Pour améliorer ses chances d'obtenir des contrats de mannequinat, elle subit une transformation étonnante en se défrisant et en se teignant les cheveux en blond. Emmeline Snively, la propriétaire de l'agence de mannequins, reconnut Marilyn comme l'un des mannequins les plus ambitieux de l'agence lorsqu'elle accumula 33 couvertures de magazines au début de l'année 1946. Elle travailla parfois sous le nom de Jean Norma. Elle signa ensuite avec une agence de théâtre en juin 1946 avec l'aide de Snively. Après un entretien infructueux chez Paramount Pictures, un test de sélection a ensuite été organisé par Ben Lyon, en dirigeant de la 20th Century Fox, bien que Darryl F. Zanuck, le directeur général, n'ait pas manifesté beaucoup d'enthousiasme pour Marilyn. Elle a néanmoins obtenu un contrat standard de 6 mois en août 1946. Pour l'empêcher de signer avec un studio rival dirigé par Lyon, Marilyn a adopté le nom de scène Marilyn Monroe. Le nom s'inspire de celui de la star de Broadway Marilyn Miller et du nom de jeune fille de sa mère. En septembre 1946, elle met fin à son mariage désuet avec Doherty en demandant le divorce. Ses 6 premiers mois chez 20th Century Fox sont consacrés à l'apprentissage du jeu d'acteur, du chant, de la danse et à l'observation du processus de réalisation d'un film. En février 1947, son contrat d'actrice est renouvelé.
ce qui lui permet de jouer certains rôles dans le film Dangerous Years. Elle accepte des rôles occasionnels au cinéma et reprend le mannequinat. Marilyn Monroe a un comportement timide et peu sûr d'elle, ce qui pousse la Fox à refuser de renouveler son contrat en août 1947. Sans se laisser décourager par cet acte, elle a poursuivi ses études d'art dramatique à l'Actors Lab, où elle a décroché un petit rôle dans la pièce Glamour Preferred. S'immergeant dans des activités de réseautage, elle a noué des relations stratégiques dans l'industrie et entretenu des relations comme sa collaboration occasionnelle avec le dirigeant de la Fox, Joseph M. Schenck. Sa relation avec Schenck l'a amenée à signer avec Columbia Pictures en mars 1948, où elle a incarné Rita Hayworth. Elle travailla avec un coach de théâtre pour perfectionner ses talents d'actrice. Et c'est pendant cette période qu'elle joua dans une comédie musicale à petit budget intitulée Ladies of the Chorus. La comédie musicale mettait en scène une danseuse de revue courtisée par un homme riche. Après cela, elle auditionna pour le rôle principal de Born Yesterday en 1950. Mais son contrat ne fut pas renouvelé chez Columbia Pictures. Ladies of the Chorus a reçu un accueil mitigé après sa sortie un mois plus tard. Marilyn a connu des difficultés pendant un certain temps car elle a continué à jouer après le non-renouvellement de 2 de ses contrats. Il semblait qu'elle n'était pas faite pour le grand écran. Mais tout cela était sur le point de changer en un instant. Un éclair de succès. Lorsque Columbia Pictures a refusé de renouveler son contrat, Marilyn Monroe n'a eu d'autre choix que de retourner sur la scène du mannequinat. Elle a participé à la publicité pour la bière Pabst et a également posé pour des photos artistiques prises par Tom Kelly pour les calendriers de John Baumgarth, où elle a exposé tout son corps sous le pseudonyme de Mona Monroe. Elle était à l'aise avec cette exposition puisqu'elle a fait des poses en bikini et seins nus pour un artiste nommé Earl Moran. Peu de temps après avoir quitté Columbia Pictures, sa vie s'est améliorée lorsqu'elle est devenue la protégée et la maîtresse de Johnny Hyde, le vice-président de l'agence William Morris. Grâce à l'influence de Hyde, elle a obtenu des rôles mineurs dans différents films, dont des performances remarquables dans un drame intitulé All About Eve, ainsi que dans le film noir de John Huston intitulé The Asphalt Jungle, qui s'est déroulé en 1950. Bien que son temps à l'écran soit limité, elle attire l'attention des fans, ce qui facilite sa transition de mannequin de cinéma à actrice professionnelle. En décembre 1950, Hyde négocie un contrat de 7 ans pour Marilyn avec la 20th Century Fox. Mais les choses tournent rapidement mal lorsque Hyde décède d'une crise cardiaque quelques jours plus tard. Affligée par la disparition de son agent, Marilyn poursuivit sa carrière en 1951, où elle obtint des rôles secondaires dans des comédies de la 20th Century Fox au succès moyen. Ce faisant, sa popularité ne cessa de croître auprès d'une base de fans enthousiastes. Cela lui valut le titre de Miss Cheesecake de 1951 par le journal de l'armée Stars and Stripes pendant la guerre de Corée. Marilyn Monroe fut nommée meilleure jeune personnalité du box-office en février 1952 par la Hollywood Foreign Press Association. Elle eut de nombreuses relations dans sa vie privée, dont une célèbre romance au début de l'année 1952 avec l'ancienne star du baseball des Yankees de New York, Joe DiMaggio. En mars 1952, elle fut frappée par un scandale lorsqu'elle admit publiquement avoir posé pour un calendrier artistique présentant des sujets dénudés en 1949. Au lieu de se cacher de la révélation, elle et le studio décidèrent de tout révéler au public, alors qu'elle parlait de ses difficultés financières à l'époque. Cela semblait être une décision judicieuse, car cela a suscité beaucoup de sympathie de la part du public, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire de ses films. Le magazine Life l'a ensuite mise en couverture en tant que sujet de conversation à Hollywood. Une chroniqueuse mondaine nommée Hedda Hopper l'a qualifiée de « reine du cheesecake », devenue un succès au box-office. Son studio et son agent décidèrent de tirer le meilleur parti de cette nouvelle. Attention en sortant stratégiquement 3 films intitulés « Don't Bother to Knock »,« Clash by Night at We're Not Married ». À cette époque, elle était déjà un sex symbole en raison de ses photos de mannequins suggestives qui étaient partout. Malgré cela, Marilyn désirait montrer son talent d'actrice et que le public regarde au-delà de son corps. L'ascension de Marilyn Monroe au rang d'icône hollywoodienne.
Elle a commencé à suivre des cours de théâtre et a accepté divers rôles au cinéma. Au fil du temps, elle a commencé à abuser de substances en raison de ses difficultés personnelles, ce qui lui a causé plusieurs problèmes sur les plateaux de tournage. D'autres membres de la distribution et de l'équipe ont estimé qu'il était difficile de travailler avec elle. En 1953, Marilyn a connu une année qui a consolidé sa place dans l'industrie cinématographique. Un film noir en Technicolor intitulé Niagara la présente comme une femme fatale et établit son apparence de maquillage caractéristique. La comédie musicale satirique. Les hommes préfèrent les blondes. La place dans l'industrie cinématographique comme la blonde idiote par excellence. Elle connaîtra plus tard son plus grand succès au box-office dans un film intitulé Comment épouser un millionnaire. Cela l'aidera à s'imposer comme le principal sex symbole d'Hollywood. Les défis de la star de cinéma ont conduit à un mariage précipité. Bien qu'elle fût une star montante, cela ne l'empêchait pas de rencontrer des difficultés sur le plateau et dans sa vie personnelle. Sa dépendance au coach d'acteurs et ses difficultés avec les réalisateurs lui ont valu une réputation qui la rendait très peu adaptée aux réalisateurs lorsqu'il s'agissait de choisir les rôles. Néanmoins, sa popularité a continué à monter en flèche, ce qui lui a valu une place enviable dans le classement annuel des 10 stars les plus rentables. Elle est apparue dans le premier numéro de Playboy en décembre 1993, ce qui a encore renforcé son statut d'icône hollywoodienne. Verse 1950. Marilyn Monroe a dû faire face à un contrat stagnant qui l'a amené à être largement sous-payée par rapport à ses actrices contemporaines. La raison en était que le directeur du studio 20th Century Fox, Darryl Zanuck, lui faisait obstacle en raison d'une animosité personnelle. Il a tout fait pour l'empêcher d'obtenir des rôles variés. Sous la pression du propriétaire du studio, Spyro Skouras, Zanuck a réorienté l'activité de la 20th Century Fox exclusivement vers le divertissement. Mettant fin à tout projet de film sérieux, les retombées ont entraîné la suspension de Marilyn en 1954 lorsqu'elle a rejeté la comédie musicale La fille en collant rose. En raison de cette suspension, beaucoup de publicité négative a été générée autour d'elle. Dans une tentative désespérée de contrer ces allégations et spéculations désagréables, Marilyn Monroe s'est mariée à la hâte avec Joe DiMaggio en janvier 1954. Ils ont fait un voyage très médiatisé de San Francisco au Japon. Ils ont passé une lune de miel peu conventionnelle après leur célébration de mariage, tout en jonglant avec les engagements de DiMaggio dans le baseball et une organisation de services unifiés en Corée. La liesse médiatique atteint son paroxysme lorsque Marilyn reçoit des photos de la remise du prix de la star féminine la plus populaire à son retour aux États-Unis. Elle s'installe chez la 20th Century Fox en mars et obtient un nouveau contrat, avec une prime de 100 000 $ et un rôle juteux dans le film 7 ans de réflexion. Après sa suspension, Marilyn critiqua la sortie de River of No Return d'Otto Preminger et Traina Leo, puis avant de jouer dans la comédie musicale There's No Business Like Show Business. Ces deux films ont reçu des critiques mitigées, le second ayant été jugé vulgaire par de nombreux critiques lors de sa sortie fin 1954. Sa fortune a fait un bond en septembre 1954 lorsque le film de Billy Wilder, 7 ans de réflexion, a présenté la célèbre scène du métro sur Lexington Avenue. Le film a connu un succès fulgurant en 1955 et a marqué un tournant pour Marilyn au prix de son union avec DiMaggio. Elle ne pouvait pas supporter la jalousie et le comportement possessif de son mari et a donc pris des mesures pour mettre fin à leur mariage. Après le succès de 7 ans de réflexion, Marilyn et le photographe Milton Green ont fondé Marilyn Monroe Productions, ce qui a déclenché une bataille juridique avec la Fox pour des promesses non tenues de sa part. Après cela, elle s'installe à Manhattan en 1955 où elle se concentre sur ses études d'actrice à l'Actors Studio sous la tutelle de Lee Strasberg. Sa relation étroite avec Strasberg devient cruciale pour son épanouissement personnel et professionnel au milieu de la procédure de divorce en cours avec DiMaggio. Sa vie personnelle commence à se mêler de plus en plus à celle de Marlon Brando et du dramaturge Arthur Miller. Sa relation avec Miller a fait l'objet de pressions extérieures, car il faisait l'objet d'une enquête pour communisme présumé. Par un surprenant coup du sort,
Marilyn et la 20th Century Fox ont signé un nouveau contrat de 7 ans en 1955 qui lui a conféré le contrôle créatif de ses projets et la liberté de s'associer à Marilyn Monroe Productions. L'année 1956 a vu sa victoire sur la 20th Century Fox et son mariage avec Arthur Miller. Son nouveau film, Bus Stop, sorti en août 1956, met en avant ses talents dramatiques pour le plus grand plaisir des spectateurs, ce qui lui vaut d'être acclamé lors des nominations aux Golden Globe Awards. Le mois suivant, elle entame sa première production indépendante, The Prince and the Showgirl, en collaboration avec Laurence Olivier. Le film est reconnu en Europe comme un témoignage de son impressionnante résilience. En 1957, elle a dû faire face à des problèmes de santé et a pris une pause avant de revenir en 1959 avec le film Certains l'aiment chaud. La production a été difficile, mais le film a connu un succès immédiat dès sa sortie. Le succès du film lui a valu un Golden Globe, consolidant son statut d'icône à Hollywood. Marilyn a eu sa dernière production, The Misfits, qui la dépeignait comme une femme divorcée créant des liens avec des cow-boys âgés. À cette époque, son mariage avec Miller s'est évaporé lorsque celui-ci a commencé une relation avec la photographe Inga Morath. Il a divorcé de Marilyn au Nevada le 29 juin 1956. Malgré les difficultés rencontrées sur le plateau, elle a joué de manière authentique, ce qui lui a valu les éloges du public. En 1961, elle a été confrontée à de graves problèmes de santé, hospitalisée pour dépression. Elle a trouvé du réconfort dans ses amitiés avec Frank Sinatra et Joe DiMaggio. La mort prématurée et la controverse de Marilyn Monroe. Marilyn s'installe définitivement en Californie en 1961 et revient sur le devant de la scène en 1962. Recevant les prestigieux Golden Globe Awards malgré sa maladie, Marilyn Monroe est retrouvée morte dans sa chambre. Marilyn commence le tournage de Something's Got to Give lorsque ses problèmes de santé provoquent des conflits au studio de la 20th Century Fox. Elle est ensuite licenciée en juin 1962, 2 mois seulement avant son douloureux décès. Dans l'une de ses nombreuses tentatives pour redorer son image publique, elle collabora avec le photographe Bert Stern. Elle posa pour une série de photos révélatrices qui furent publiées à titre posthume sous le titre The Last Sitting. Il ne fallut pas longtemps pour que la direction de la 20th Century Fox regrette sa décision de la laisser partir et reprenne les négociations avec elle. Cependant, les tentatives de renégociation ne purent aboutir en raison des circonstances désagréables qui s'étaient produites. Au cours de ses derniers mois de vie, Marilyn Monroe a vécu dans le quartier de Brentwood à Los Angeles. Dans la nuit du 4 août 1962, sa gouvernante, Eunice Murray, est restée dormir chez elle. Inquiète pour Marilyn, elle s'est réveillée à 3 heures du matin. Elle a compris que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle n'a pas obtenu de réponse de la chambre fermée à clé de Marilyn après l'avoir appelée à plusieurs reprises. Afin d'en savoir plus, Eunice contacta le psychiatre de Marilyn, Ralph Greenson, qui arriva aussi vite que possible, appelant Marilyn à plusieurs reprises, mais ne recevant aucune réponse de l'intérieur. Greenson s'introduisit dans la chambre par une fenêtre et la trouva morte dans son lit. Le médecin de Marilyn, Hyman Engelberg, arriva chez elle vers 3h50 et confirma son décès. Le service de police de Los Angeles a reçu une notification à 4h25. Marilyn Monroe est décédée entre 20h30 et 22h30 le 4 août, comme l'a révélé le rapport toxicologique qui a attribué sa mort à un empoisonnement aigu au barbiturique. Le rapport a mis en évidence la présence d'hydrate de chloral et de pentobarbital dans son sang, ainsi que de pentobarbital dans son foie. En cherchant autour de son lit, ils ont découvert des flacons de médicaments vides près de son lit. Malgré les premières hypothèses, une surdose accidentelle a été écartée comme cause possible de son décès en raison des doses qui dépassaient largement les limites létales. L'équipe de prévention de Los Angeles a collaboré avec le bureau du coroner du comté de Los Angeles pour aider à l'enquête. Les médecins de Marilyn Monroe ont ensuite révélé ses antécédents de peur sévère, de surdose intentionnelle et de dépression fréquente. Le coroner adjoint Thomas Noguchi a pesé ces facteurs et l'absence de crime, puis a classé sa mort comme étant auto-infligée. Sa mort soudaine a fait la une des journaux en Europe et aux États-Unis. Le public était sous le choc.
car son décès a suscité de nombreuses réactions différentes. L'artiste français Jean Cocteau a souligné les leçons que sa mort devrait transmettre. Les collègues de Marilyn, tels que John Olivier et Joshua Logan, ont exprimé leur opinion, soulignant l'impact considérable du sensationnalisme sur Marilyn. Joe DiMaggio, Bernice, Baker Miracle et son directeur commercial ont organisé des funérailles privées le 8 août au cimetière Westwood Village Memorial Park. Le service a attiré une foule nombreuse qui a regardé de l'extérieur, mais seules ses plus proches collaboratrices y ont assisté. L'amour de Joe DiMaggio pour Marilyn ne s'est jamais démenti, puisqu'il a continué à envoyer des roses sur sa tombe chaque semaine, comme elle le lui avait demandé un jour, et qu'il avait accepté. Au cours des décennies suivantes, diverses théories du complot ont été élaborées pour contester la cause de sa disparition. Les théoriciens du complot ont évoqué la possibilité d'un assassinat. Avec la publication du livre de Norman Mailer en 1973, de nombreuses rumeurs ont commencé à circuler concernant un possible acte criminel, ce qui a finalement abouti à une enquête préliminaire menée par le procureur du comté de Los Angeles, John Van de Kamp. En 1982, d'un autre côté, l'enquête a déterminé qu'aucune preuve n'avait été découverte suggérant que sa mort était le résultat d'une quelconque faute. Frank Sinatra offre une explication de la véritable raison de son décès. Vers la fin de sa vie, Frank Sinatra réfléchissait souvent aux tragédies, aux amours et aux relations chères qu'il avait partagées avec ses petites amies, notamment Marilyn Monroe. Tony Apadisano, un proche de Frank Sinatra et son ancien road manager, a évoqué le point de vue de Sinatra dans un passage de sa biographie intitulée Sinatra and Me in the Wee Small Hours. Ce passage apporte plus d'informations sur le point de vue de Sinatra. Apadisano a des réserves quant à la possibilité que la mort de Marilyn ait réellement été un accident. Il était convaincu qu'elle avait été assassinée avant de quitter ce monde. Apadisano n'a jamais accepté la mort de Marilyn. Au lieu d'avoir une relation sexuelle, Sinatra et Marilyn ont une merveilleuse amitié, contrairement à ce que le grand public croit entre eux. Sinatra la trouvait trop délicate et trop difficile pour une liaison sans lendemain, bien qu'il appréciait sa beauté et son sens de l'humour. Apadisano révéla que Marilyn lui avait confié ses secrets les plus intimes, y compris ceux qu'elle avait eus avec le président John F. Kennedy et Robert F. Kennedy. C'était une preuve de confiance entre eux deux. Marilyn eut une conversation avec Sinatra lorsque ses relations prirent brusquement fin. Au cours de cette conversation, elle exprima sa perplexité d'avoir été complètement exclue de la relation après la fin des liens amoureux. Les opinions troublantes de Frank Sinatra sur la mort de Marilyn Monroe. Elle séjourna au célèbre Carnarvon Lodge, situé près du lac Tahoe et appartenant en partie à Sinatra, qu'elle visita le week-end précédant sa mort non naturelle. Marilyn avait prévu de faire une annonce à la presse la semaine suivante au sujet de ses retrouvailles avec son ex-mari, Joe DiMaggio, ce que le grand public ignorait avant les découvertes d'Apadisano. On craignait qu'elle ne divulgue des informations sur son implication avec les Kennedy à la suite des conférences de presse organisées. Sinatra, en revanche, était catégorique sur le fait qu'elle ne révélerait jamais le secret des Kennedy, car elle continuait à éprouver de l'affection pour John F. Kennedy. Apadisano a révélé que Sinatra continue de croire que Marilyn Monroe aurait pu vivre beaucoup plus longtemps si la conférence de presse n'avait pas été annoncée. Mickey Rudin, l'avocat de Sinatra, l'a informé de l'allégation alarmante selon laquelle Marilyn Monroe aurait été assassinée, probablement avec un suppositoire de barbiturique, après sa mort. Cette histoire a été portée à l'attention de Sinatra après ce tragique événement. En ce qui concerne Frank Sinatra, il existe un lien entre la mort de Marilyn Monroe et la mafia. Sam Giancana, un chef de la mafia de Chicago, a suggéré que la mort de Marilyn Monroe était le résultat d'une figure du crime organisé qui était lié à la fois à la famille Kennedy et à Frank Sinatra. Sinatra a été informé par Johnny Roselli, un gangster de Los Angeles, que Marilyn avait été délibérément tuée afin de protéger la réputation des Kennedy aux yeux du public contre tout dommage potentiel. Sinatra en est finalement venu à la conclusion qu'il y avait une histoire sinistre derrière la mort de Marilyn après avoir comparé les faits qu'il avait obtenus de Rudin, de ses contacts au sein de la mafia et de sa propre connaissance intime de ses derniers jours. Grâce à l'utilisation d'une injection mortelle,
Il était convaincu que Robert F. Kennedy, en collaboration avec Jimmy Hoffa, le chef du mouvement syndical, avait comploté le meurtre de Marilyn en obtenant son consentement pour recevoir l'injection. Cette photographie offrait une image sombre du complot visant à assassiner Marilyn afin de préserver les positions politiques et la réputation de la famille Kennedy. L'histoire déjà compliquée de sa mort prématurée s'est encore compliquée avec l'ajout de cette sombre couche. En outre, Frank Sinatra est d'avis qu'un médecin légiste compromis a été appelé pour lui. Administrait un suppositoire de barbiturique potentiellement mortel pendant qu'elle dormait. On craignait que Marilyn, lorsqu'elle ferait une déclaration imminente sur ses retrouvailles avec Joe DiMaggio, ne constitue une menace sérieuse pour la famille Kennedy ainsi que pour Jimmy Hoffa. C'est ainsi que l'idée est née. Sinatra a émis l'idée que les éventuelles révélations concernant ses relations avec les Kennedy entraîneraient un scandale national qui pourrait jeter une ombre sur l'image distinguée de Camelot. Il est également possible que cela ait un impact sur les chances de réélection de John à ce moment-là. Sinatra soupçonnait également la mafia d'être impliquée dans le maintien de cet arrangement, douteux en sollicitant le soutien des syndicats pour la candidature présidentielle de Kennedy en 1964. Cela aurait permis à la mafia de maintenir une relation de réciprocité. Selon Frank Sinatra, Marilyn Manson a été victime d'un assassinat politique orchestré par certaines des personnalités politiques les plus puissantes du monde à l'époque. Sinatra a révélé que les secrets qu'elle aurait révélés en cas de retour probable étaient jugés trop préjudiciables par des personnalités de premier plan au moment de son retour. En raison de ces circonstances, Sinatra a passé les quelques décennies qui ont suivi sa naissance à enquêter sur la possibilité qu'elle ait été assassinée par des enquêteurs privés. Il l'a fait parce qu'il était poussé par ces faits. En outre, il a examiné ses dossiers médicaux et ses relevés téléphoniques pendant un temps considérable. Toutes ces interventions ont été menées dans le but de trouver des preuves qui corroboreraient sa mort atroce. La dévotion inébranlable de Frank Sinatra à son sujet et les efforts qu'il a déployés pour que justice soit rendue pour la mort de son ami ont été démontrés par sa conviction inébranlable que la vie de Marilyn Monroe lui a été intentionnellement enlevée. Quelle que soit la puissance des personnes responsables de la mort horrible de Marilyn, il se sentait poussé par un profond sentiment de responsabilité à demander justice pour elle et à faire la lumière sur les coupables de sa mort. Il pense que la mort de Marilyn a été organisée par une force malveillante, produite par les élites politiques d'Hollywood à Washington et le monde interlope, bien qu'il n'ait pas été en mesure de fournir suffisamment de preuves pour étayer ses affirmations. Étonnamment, sa méfiance s'étendait également au département de police de Los Angeles, qu'il accusait secrètement d'être complice dans le processus visant à dissimuler la véritable cause de la mort de Marilyn, à savoir un accident. En plus de nourrir des rancœurs de longue date envers ceux qu'il considérait comme coupables et impliqués dans la mort de Marilyn, tels que la famille Kennedy, Jimmy Hoffa et les chefs du crime organisé, la quête de Sinatra pour découvrir la vérité était motivée par un profond sentiment de perte et d'injustice envers Marilyn pour qui il estimait qu'on lui avait fait du tort. Le fait que ces puissantes forces aient non seulement éliminé Marilyn, mais aussi pris des mesures importantes pour dissimuler leur participation à sa mort, était à l'origine de sa conviction. Il pensait qu'elles avaient accompli ces deux choses. Frank Sinatra a relancé la conversation autour de la mort tragique de Marilyn Monroe. Que pensez-vous de sa révélation choquante? La mort de Monroe était-elle vraiment un suicide? Ou y avait-il autre chose? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de